Bienvenue à tous dans ce nouveau Deep Dive. On plonge aujourd'hui dans un univers assez fascinant, le neuromarketing. Ah oui, un domaine passionnant. Mais oui, on va essayer de comprendre comment les marques utilisent la science pour influencer nos décisions d'achat. Tout à fait, c'est ça. Décrypter comment elles utilisent les neurosciences pour comprendre nos réactions face aux pubs, aux produits. Aux produits, ouais. Même à l'agencement des magasins. Hein. Exactement. Vous, chers auditeurs, vous allez découvrir comment vos émotions, votre mémoire et même vos petits biais cognitifs peuvent influencer vos choix. Absolument. Alors pour commencer notre exploration, Oui. je vous propose un petit voyage dans le temps. D'accord. Direction des années 90. Ah, les années 90. C'est là que tout a commencé, avec des études pionnières qui ont révélé le lien puissant entre nos émotions et nos décisions. Ah oui, les années 90, le grunge, les Tamagotchis et la naissance du neuromarketing. Mais concrètement, quelles sont ces études qui ont tout déclenché? Alors par exemple, il y a les travaux d'Antonio Damasio sur le rôle crucial des émotions dans la prise de décision. Il a démontré que même les choix apparemment rationnels sont fortement influencés par nos émotions. Donc même quand on pense faire un choix logique, notre cerveau émotionnel tire les ficelles en coulisses. Exactement. C'est fascinant. Et puis, il y a eu les travaux de Gerald Zeltman, un pionnier du consumer neuroscience, qui a utilisé l'imagerie cérébrale pour explorer les réactions des consommateurs face aux marques. L'imagerie cérébrale. Oui. C'est un peu comme regarder à l'intérieur de notre boîte crânienne pour voir comment notre cerveau réagit. En quelque sorte, oui. On peut vraiment voir nos pensées et nos émotions. Ces techniques permettent d'identifier les zones du cerveau qui s'activent. D'accord. C'est un stimulus marketing. Par exemple, on peut observer quelle zone s'allume quand on voit le logo de notre marque préférée. Et comment oublier l'étude mythique de Reed Montague Ah oui. avec Coca-Cola et Pepsi? Celle où les participants devaient choisir entre les deux sodas. Oui. D'abord à l'aveugle, puis en connaissant les marques. L'expérience qui a révélé le pouvoir insoupçonné des marques sur notre cerveau. Ah oui. À l'aveugle, les participants n'avaient pas de préférence particulière. Mais dès qu'ils voyaient les logos, certaines zones du cerveau s'activaient, lui montrant l'impact des marques sur nos préférences, même si le goût est similaire. C'est dingue. On peut donc être influencé par une simple image, un logo, sans même s'en rendre compte. On n'est pas si rationnel que ça, finalement. Eh non! Et ce n'est pas tout. En 2004, la découverte des neurones miroirs a révolutionné notre compréhension de l'influence sociale. Les neurones miroirs. Ces neurones s'activent non seulement lorsqu'on effectue une action, mais aussi lorsqu'on observe quelqu'un d'autre la réaliser. C'est pour ça qu'on a envie de bâiller quand on voit quelqu'un bâiller l'ex. Exactement. Notre cerveau imite l'action qu'il observe. Oui. Et c'est aussi pour ça que la publicité utilise souvent des scènes de gens heureux utilisant un produit. Notre cerveau, grâce aux neurones miroirs, associe l'émotion positive au produit. Et hop, on se laisse tenter. Donc en résumé, ces études pionnières ont montré que nos émotions sont au cœur de nos décisions d'achat. Et que les marques l'ont bien compris. Tout à fait. Mais comment le neuromarketing peut-il aider les marques à utiliser ce savoir? C'est là que les choses deviennent vraiment intéressantes. Imaginez, aujourd'hui, vous êtes au supermarché, face à 2 paquets de cookies. D'accord. L'un, un packaging classique. Oui. L'autre, un packaging plus moderne et coloré. Lequel choisissez-vous? Honnêtement, je pense que je serais attiré par le packaging le plus attrayant. Voilà. Même si le goût est probablement similaire. Précisément. Le neuromarketing permet d'identifier les éléments visuels, les couleurs, les formes qui déclenchent des émotions positives. Et l'envie d'acheter. C'est donc bien plus qu'une question de goût. Oui, c'est une question de marketing sensoriel, n'est-ce pas? Absolument. D'accord. On peut aller bien au-delà du visuel. Prenez l'exemple de Starbucks. L'odeur de café qui flotte dans leur boutique est un élément essentiel de leur identité. Elle crée une ambiance chaleureuse, réconfortante, qui nous donne envie de rester et de consommer. Ah oui, cette odeur si particulière. Ça donne tout de suite envie d'un bon latte. Exactement. Mais qu'en est-il du toucher? On n'achète pas du café à toucher, Sia. Prenez les bouteilles de Taisser, par exemple. Leur forme arrondie, agréable à prendre en main, contribue à l'expérience positive associée à la marque. D'accord. Le toucher joue un rôle, même inconsciemment. Ou encore l'ambiance feutrée et les matériaux nobles des Apple Stores. Tout à fait. On se sent tout de suite privilégié en entrant dans un de leurs magasins.
Même si on n'a pas forcément l'intention d'acheter quelque chose. Exactement. Tous nos sens peuvent être sollicités pour créer une expérience de marque mémorable et influencer nos choix. C'est ce qu'on appelle le marketing sensoriel. Et il y a aussi le pouvoir des histoires. N'est-ce pas? Ah oui. Notre cerveau adore les histoires. Le storytelling est une technique marketing très puissante, car les récits captent notre attention, stimulant nos émotions, et restent gravés dans notre mémoire, bien plus longtemps que des simples faits. C'est vrai qu'on se souvient plus facilement d'une bonne histoire que d'une liste d'arguments. Absolument. Prenons l'exemple de la marque Patagonia. Patagonia, oui. Ils ne se contentent pas de vendre des vêtements de sport. Ils racontent des histoires d'aventure, de respect de la nature, qui touchent une corde sensible chez leurs clients. Oui. Et les fidélisent. Et en plus, ça permet de créer une identité forte pour la marque. Tout à fait. Au-delà du simple produit. Exactement. Le storytelling permet de transmettre des valeurs, de créer un univers et d'engager le consommateur à un niveau bien plus profond. Bon, on a vu que nos émotions jouent un rôle majeur dans nos décisions d'achat et que le neuromarketing aide les marques à utiliser ce savoir à travers le marketing sensoriel, le storytelling. Oui. Mais il y a aussi la question des biais cognitifs, n'est-ce pas? Ah oui, les biais cognitifs, ça devient vraiment passionnant. Pour ceux qui ne connaissent pas, les biais cognitifs sont des sortes de raccourcis mentaux que notre cerveau utilise pour prendre des décisions rapidement, mais qui peuvent parfois nous induire en erreur. Exactement. Et les marques, bien sûr. Bien sûr. Peuvent utiliser ces biais pour influencer nos choix. Ah oui? Par exemple, donnez-nous un exemple concret de comment un biais cognitif peut nous pousser à acheter quelque chose. Prenons l'exemple du biais d'ancrage. Si on vous propose un produit à un prix très élevé, puis ensuite un produit similaire à un prix plus bas. D'accord. Vous aurez tendance à trouver le second produit très abordable, même s'il est en réalité cher. Ah oui, c'est comme quand on voit une voiture à 100 000 €, puis une autre à 50 000 €. Ouais. On se dit que la deuxième est une bonne affaire, alors qu'en réalité, c'est toujours une somme considérable. Exactement. Le prix d'ancrage nous influence dans notre perception de la valeur. Et les marques l'utilisent beaucoup. D'accord. Par exemple, en proposant des éditions limitées très chères pour faire paraître les autres versions plus accessibles. Astucieux. Et le biais de rareté? Comment ça marche? Ah, c'est celui-là. J'imagine qu'on l'a tous déjà vécu au moins une fois. Plus un produit est rare, Oui. plus on le désire. Les marques utilisent souvent des slogans du type « offre limitée » ou « dans la limite des stocks disponibles ». D'accord. Pour créer un sentiment d'urgence et nous pousser à acheter tout de suite. C'est vrai que quand on voit qu'il ne reste que quelques exemplaires d'un produit, on a tout de suite plus envie de l'acheter, même si on n'en avait pas forcément besoin au départ. C'est ça. C'est l'effet de la rareté. L'effet de la rareté, tout à fait. Notre cerveau a peur de manquer une occasion. Oui. Et ça nous pousse à agir impulsivement. Et le fameux biais de la preuve sociale. On en parle, ça. Ah, bien sûr. Celui qui nous pousse à suivre le mouvement. Très utilisé en marketing, va? Oui. On a tendance à faire confiance au choix des autres, surtout s'ils sont nombreux. D'accord. Les marques mettent donc en avant les avis positifs des clients, les témoignages d'influenceurs, pour nous convaincre que leur produit est le meilleur choix. Ah oui, c'est pour ça qu'on voit des pubs avec des phrases du type « Déjà plus d'1 million d'utilisateurs satisfaits ». Exactement. On se dit, si tout le monde l'aime, il doit être bien. Voilà, c'est ça. C'est une façon de nous dire « Oh, regardez, tout le monde l'utilise, vous devriez faire pareil. » Et ça marche, car on a tendance à suivre le mouvement. Oui. Surtout si on n'a pas d'avis bien arrêté sur le produit. D'accord, donc le neuromarketing, c'est bien plus que de simples études de marché. C'est une véritable boîte à outils qui permet aux marques de comprendre nos motivations les plus profondes. Oui. Nos réactions émotionnelles, nos biais cognitifs. Tout à fait. Et tout ça pour nous influencer dans nos choix. C'est assez vertigineux quand on y pense. C'est vrai, c'est vrai. On n'est pas totalement maître de nos décisions. Non, pas totalement. Finalement. Mais ce n'est pas forcément négatif, hein? Non. Le neuromarketing peut aussi être utilisé pour créer des produits et des publicités plus efficaces. D'accord. Plus engageantes. Et qui répondent mieux à nos besoins. Oui. On peut le voir comme un outil qui permet d'améliorer l'expérience client. Oui, c'est vrai. L'important, c'est d'être conscient de ces techniques. Absolument. Pour ne pas se laisser manipuler notre insu. Tout à fait.
Maintenant qu'on a les clés en main, Oui. on peut décrypter les stratégies des marques et faire des choix plus éclairés. Exactement. C'est le but de ce deep dive. Oui. Vous donner les connaissances pour devenir des consommateurs plus avisés et plus critiques. Parfait. Alors, prêt à plonger encore plus loin dans le monde fascinant du neuromarketing. Carrément. Dans la prochaine partie, on va voir comment des marques concrètes utilisent ces techniques pour construire leur image et séduire les consommateurs. Avec plaisir. Alors, pour vous montrer comment le neuromarketing s'applique dans le monde réel, prenons l'exemple de la marque Taisser. Il y a quelques années, ils ont remarqué que leurs ventes stagnaient auprès des jeunes adultes. Ah oui, Taisser, les sirops. C'est vrai qu'on a plutôt l'image d'une marque un peu traditionnelle pour les goûters des enfants. Exactement. Et pour comprendre ce qui bloquait auprès des jeunes adultes, ils ont mené une étude consommateur très poussée. En utilisant des techniques de neuromarketing. Donc, au lieu de se contenter de simples questionnaires, ils ont analysé les réactions cérébrales des participants. Oui. C'est intriguant de l'océan. Grâce à l'analyse des émotions et de l'attention, ils ont découvert que 2 thèmes forts émergeaient chez les jeunes adultes. D'accord ? Le naturel et l'enfance. Le naturel et l'enfance. C'est assez paradoxal comme association. Pas tant que ça. Ah bon ? En fait, l'enfance est souvent associée à une période insouciante. Oui. Naturelle, sans artifice. D'accord. C'est ce que recherchent de plus en plus les jeunes adultes aujourd'hui. Je comprends mieux. Et comment Taisser a utilisé ces informations pour rebooster ses ventes? Ils ont complètement revu leur stratégie de marque autour de ces 2 piliers. Le naturel et l'enfance. D'accord. Ils ont adopté un nouveau slogan. 100% fruit-tonte. Oui. Pour mettre en avant un côté naturel de leur sirop. Ah oui, je me souviens, c'est souvent... Et ça a marché. Oui, ça a été un véritable succès. Ils ont également repensé leur packagings pour qu'ils évoquent la nature et les souvenirs d'enfance. C'est vrai que les bouteilles ont changé. Oui. Elles ont une forme arrondie. Un peu vintage. Oui. Ça change des bouteilles classiques. Exactement. Et ce n'est pas tout. Ils ont même retravaillé les textures des bouteilles pour qu'elles soient plus agréables au toucher. D'accord. Pour rappeler les sensations de l'enfance. C'est incroyable comme chaque détail comptait. Oui. On voit bien comment le neuromarketing permet d'aller au-delà des simples intuitions et de vraiment comprendre les attentes profondes des consommateurs. Absolument. Et ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas réservé aux grandes entreprises comme Taisser. Non. Les PME et les TPE peuvent aussi utiliser ces techniques. D'accord. Pour se démarquer et mieux comprendre leurs clients. Ah, bon. J'avoue que j'avais l'impression que le neuromarketing était réservé aux multinationales. Pas du tout. Qui ont des budgets marketing énormes. Il existe aujourd'hui des solutions accessibles aux petites structures. Par exemple, on peut utiliser l'eye tracking. L'eye tracking. Pour analyser le comportement des visiteurs sur un site web. L'eye tracking, c'est cette technique qui permet de suivre le mouvement des yeux. Non. Oui, c'est ça. Mais comment ça peut être utile pour une petite entreprise, Alice? Imaginez, vous pouvez identifier les points faibles de votre site web. Voir où les visiteurs cliquent, où ils s'attardent. Et donc optimiser le design du site pour maximiser les conversions. Ah oui, je comprends. On peut voir en direct ce qui attire l'œil des visiteurs et adapter le site en conséquence. Exactement. C'est vraiment une mine d'informations précieuses. C'est un exemple simple et concret de comment le neuromarketing peut être utilisé par des entreprises de toute taille avec des budgets limités. Et pour les campagnes marketing plus classiques, comment le neuromarketing peut-il aider? Eh bien, imaginez que vous devez lancer une nouvelle campagne publicitaire avant même de commencer à créer des visuels ou des slogans. Vous pouvez utiliser le neuromarketing pour tester différents concepts et identifier ceux qui génèrent le plus d'émotions positives, d'attention et de mémorisation. C'est-à-dire qu'on montre aux participants des images, des mots, des idées. Oui. Et on analyse leurs réactions cérébrales pour voir ce qui fonctionne le mieux. Tout à fait. On peut ainsi identifier les éléments qui captent l'attention, qui déclenchent des émotions positives et qui restent gravés dans la mémoire. Ces éléments seront ensuite intégrés dans la campagne finale. Par exemple, on pourrait tester différents slogans. Et voir lesquels activent les zones du cerveau associées à la confiance, au plaisir, à l'enthousiasme. Exactement. Et ça permet d'éviter de diffuser des messages qui n'auraient aucun impact, voire qui auraient un impact négatif.
On maximise l'efficacité de la campagne en s'appuyant sur des données scientifiques. C'est fascinant. On a vraiment l'impression de lire dans les pensées des consommateurs grâce au neuromarketing. C'est un peu ça, oui. On accède à des informations précieuses sur leur motivation profonde, leurs préférences, leurs réactions émotionnelles. D'accord. Et tout ça de façon objective, sans se fier uniquement à leurs déclarations, qui peuvent parfois être biaisées. D'accord. On comprend mieux comment le neuromarketing peut être utilisé pour créer des marques fortes et des campagnes marketing efficaces. Mais il y a aussi un côté un peu effrayant. Non. On a l'impression que les marques peuvent manipuler nos cerveaux pour nous faire acheter des choses dont on n'a pas besoin. C'est vrai que ça soulève des questions importantes. On ne veut pas vivre dans un monde où les marques contrôlent nos pensées. Non, bien sûr. Et nous transforment en zombies consommateurs. Heureusement, il existe des garde-fous. Ah ouais. Pour encadrer l'utilisation du neuromarketing. Par exemple, il est interdit d'utiliser des messages subliminaux dans la publicité. Ah oui? Les messages subliminaux? Oui. Ces images ou ces sons qu'on ne perçoit pas consciemment, mais qui influencent notre comportement. Voilà. C'est rassurant de savoir que c'est interdit. Et puis, il faut savoir que les études de neuromarketing sont généralement menées avec le consentement éclairé des participants. D'accord. On ne leur fait pas passer des IRM à leur insu. Oui, c'est important de respecter le libre arbitre des individus. Tout à fait. Mais quand même, il faut rester vigilant, car les techniques de neuromarketing sont de plus en plus sophistiquées. Tout à fait. C'est pourquoi il est crucial d'être un consommateur averti, de se renseigner, de développer son esprit critique, ne pas prendre tout pour argent comptant. D'accord. Se poser des questions, analyser les messages. Oui, et se rappeler que le neuromarketing n'est qu'un outil. Au final, c'est toujours nous qui décidons d'acheter ou non un produit. On a le pouvoir de dire non. Exactement. Le neuromarketing peut influencer nos choix. Oui. Mais il ne les dicte pas. L'important, c'est d'être conscient de ces techniques. D'accord. Pour pouvoir prendre des décisions éclairées en toute liberté. Alors maintenant qu'on a bien décortiqué les rouages du neuromarketing, on va passer à la pratique. Dans la prochaine partie, on va vous donner des exemples concrets de comment ces techniques sont utilisées au quotidien, dans les supermarchés, sur Internet et même dans les emballages des produits. Oui. Restez avec nous. C'est pour heel losse là je Alors, on a vu comment le neuromarketing fonctionne dans les grandes lignes, mais maintenant, place à la pratique. Donnez-nous des exemples concrets de comment ces techniques nous influencent au quotidien. Avec plaisir. Un exemple des emballages alimentaires. Oui. Saviez-vous que les marques utilisent le neuromarketing pour concevoir des packaging qui attirent l'œil, stimulent l'appétit et nous donnent envie d'acheter? Ah oui. Comme ces paquets de chips avec des couleurs vives. Oui. Et des images appétissantes. Exactement. Les études de neuromarketing ont montré que certaines couleurs, comme le rouge et le jaune, stimulent l'appétit. D'accord. Les marques utilisent aussi des images de texture, comme des gouttes d'eau sur des fruits, pour rendre les aliments plus attractifs. C'est vrai que quand on voit une pub pour une glace avec des morceaux de chocolat qui fondent, on a tout de suite envie d'en manger. Voilà. On salive presque devant l'écran. C'est l'effet du neuromarketing. Les marques jouent sur nos sens et nos émotions pour nous donner envie de consommer. Même si on n'a pas forcément faim au départ. Et dans les magasins, comment ça se passe? Y a-t-il des techniques de neuromarketing utilisées pour nous faire acheter plus sûr? Bien sûr. Vous avez sûrement remarqué que les produits les plus chers sont souvent placés à hauteur des yeux. Oui, c'est vrai. Pour attirer notre regard. On les voit tout de suite en entrant dans le magasin. Voilà. C'est bien joué, gars. C'est une technique de neuromarketing. D'accord. Pour mettre en avant les produits les plus rentables. Les marques utilisent aussi la musique, l'éclairage, les odeurs pour créer une ambiance propice à l'achat. Par exemple, dans les boutiques de vêtements. Il y a souvent de la musique entraînante qui nous met de bonne humeur. Et nous incite à rester plus longtemps. Exactement. L'ambiance sonore a un impact sur notre comportement. Et les odeurs aussi. Dans les boulangeries. Ah oui. L'odeur du pain chaud nous donne envie d'acheter une baguette, même si on n'était pas venu pour ça. C'est vrai que c'est difficile de résister à l'odeur du pain frais. C'est comme un aimant olfactif. Et le neuromarketing ne se limite pas aux produits physiques. Ah non. On l'utilise aussi beaucoup dans le monde numérique. D'accord. Sur Internet. Ah bon. Donnez-nous des exemples. Comment le neuromarketing
s'applique-t-il aux sites web et aux applications? Sur les sites web, on utilise l'eye tracking pour analyser le comportement des visiteurs et optimiser le design. D'accord. On place les éléments importants là où le regard se pose naturellement. On utilise aussi des techniques de neuromarketing pour créer des publicités plus efficaces. Des boutons acheter plus visibles. D'accord. Des formulaires d'inscription plus simples à remplir. Ah oui, c'est pour ça qu'on voit des pop-up qui apparaissent dès qu'on arrive sur un site web. Oui. Ou des messages qui nous incitent à nous inscrire à une newsletter. Exactement. C'est pour capter notre attention. Le neuromarketing est partout. Même si on ne s'en rend pas toujours compte. C'est vrai. Il est présent dans notre quotidien, que ce soit au supermarché, dans les publicités sur Internet. Donc, si je comprends bien, le neuromarketing, ce n'est pas forcément quelque chose de négatif. Non. C'est un outil qui peut être utilisé à bon ou à mauvais escient. Tout à fait. Comme un couteau qui peut servir à couper du pain ou à faire du mal. Exactement. Comme tout outil, le neuromarketing peut être utilisé de façon éthique ou non. L'important, c'est d'en être conscient, de se renseigner, de développer son esprit critique. Oui, ne pas se laisser influencer aveuglément. Voilà. Mais comprendre les mécanismes en jeu pour pouvoir faire des choix éclairés. Tout à fait. Et se rappeler qu'au final, c'est toujours nous qui avons le dernier mot. Oui. On peut être très bien conscient des techniques de neuromarketing et choisir de ne pas se laisser influencer. C'est rassurant. Finalement, le neuromarketing, c'est un peu comme un jeu dont on découvre les règles. Oui. Une fois qu'on connaît les ficelles, on peut jouer plus intelligemment. Exactement. Le neuromarketing peut nous aider à comprendre nos motivations, nos biais, nos réactions face au marketing. Mais c'est à nous de décider comment réagir en toute connaissance de cause. Eh bien, merci pour toutes ces explications passionnantes. On a appris beaucoup de choses aujourd'hui. Merci. Sur ce monde fascinant du neuromarketing. Avec plaisir. J'espère que ce deep dive vous aidera à mieux comprendre les stratégies marketing qui vous entourent et à devenir des consommateurs plus avertis. Tout à fait. N'oubliez pas, le neuromarketing est en constante évolution. Oui. Alors continuez à vous renseigner, à explorer, à questionner. C'est comme ça qu'on progresse et qu'on devient plus intelligent. La curiosité est la clé de la connaissance. Oui. Et la connaissance, c'est le pouvoir. Merci de nous avoir écoutés et à bientôt pour un nouveau Deep Dive.